le ministre Kabarebe se contredit. D'une part, tout en reconnaissant l'intégration des ex-CNDP dans l'armée nationale, une intégration qui est un processus et qui de ce fait ne peut être que progressive, il tient pour justificatif de la mutinerie de ses poulains le prétexte que ces ex-miliciens n'auraient pas été traités comme les autres membres de l'armée. D'autre part, il s'époumonne pour réclamer que ces ex-CNDP soient traités comme une catégorie à part, différemment des autres unités de l'armée, récusant dans la foulée la seule procédure par laquelle l'égalité de traitement aurait été pleinement assurée, à savoir l'insertion réelle des ex-combattants dans toutes les unités congolaises où qu'elles se trouvent et où ils ne devraient plus être identifiés comme éléments du CNDP, mais simplement soldats des forces armées de la République démocratique du Congo. De toute évidence, pour M. Kabarebe, la logique est à géométrie variable, suivant qu'il s'agit du Rwanda ou de la République démocratique du Congo. Bien plus, M. Kabarebe oublie, dans ses analyses, d'expliquer pourquoi la majorité des ex-membres du CNDP n'a pas répondu favorablement à ces injonctions, les appelant à trahir les intérêts nationaux de leur pays. S'agissant du retour des réfugiés congolais dans leur pays, qui est un autre prétexte mis en exergue par le général Kabarebe pour justifier la déstabilisation du Kivu, il convient de rappeler qu'après l'accord tripartite Rwanda, RDC, au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le processus de rapatriement des ressortissants congolais réfugiés dans divers pays de la région avait été bel et bien engagé. Il se déroulait de manière convenable avant que la guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses affidés ne vienne en compromettre la poursuite normale. Mesdames, Messieurs de la presse, les propos arrogants et discourtois du ministre rwandais de la Défense à l'encontre du leadership congolais sont révélateurs d'un état d'esprit malsain dans les hautes sphères du pouvoir au Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo et de son peuple. Il n'y a pas en République démocratique du Congo des problèmes de gouvernance qui soient à même de justifier le présent conflit au Kivu. Affirmer le contraire nous conduirait à poser la question de savoir pourquoi de tous les 9 voisins de la République démocratique du Congo, seul le Rwanda souffrirait des conséquences de cette prétendue mauvaise gouvernance, étant donné que, avec tous nos autres voisins, les relations sont au beau fixe. Par ailleurs, où donc le gouvernement rwandais aurait-il reçu le mandat d'exercer une sorte de tutelle sur la gouvernance en République démocratique du Congo? Devons-nous croire que le gouvernement auquel appartient M. Kabarebe se donne la mission de combler le vide de leadership qu'il y aurait en République démocratique du Congo? Si oui, ce serait au nom de quel principe? N'est-ce pas pour le moins téméraire pour le dit gouvernement rwandais qui organise des élections au score soviétique de plus de 95% de voix pour le président en place, qui terrorise et muselle son opposition, qu'il veuille donner des leçons de bonne gouvernance démocratique? En vérité, le gouvernement rwandais n'a aucune autorité morale pour ce faire. Il est indispensable que le Rwanda mette fin à sa fuite en avant, qui ne favorise pas le retour à la paix et à la stabilité dans la région des Grands Lacs. Il est aussi utile de rappeler, comme l'a déjà fait le ministre congolais des Affaires étrangères, mon collègue Raymond Tshibanda, au comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'une telle implication d'officiels de haut rang en fonction dans une armée étrangère en soutien à une rébellion dans un pays tiers est constitutive d'un acte d'agression qu'il appartient au Conseil de sécurité de constater, conformément au chapitre 7 de la Charte. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila,
et son gouvernement ont été bien inspirés de ne pas offrir la moindre brèche à l'idée d'une légitimation, même symbolique, de la balkanisation de notre pays que recherchent les ennemis de la paix à travers des négociations entre des institutions nationales légitimes et des groupes à la solde de prédateurs étrangers. N'en déplaise au ministre rwandais de la Défense, le M23 est une force négative, comme l'a reconnu l'Union africaine. Prétendre que ses membres proviennent aussi des milieux Hutus, Nandé, voire Kassaïens ne change rien à l'affaire. En effet, la République démocratique du Congo a pris la résolution de ne coller aucune forme d'étiquette ethnique ou tribale aux affaires de l'État. Et nous croyons savoir qu'il en est de même théoriquement au Rwanda, où il est interdit de faire référence à cette catégorisation sous peine de poursuite pour divisionnisme. Le président rwandais lui-même l'a déclaré dans une interview à un journal américain, je le cite, « Le Rwanda rejette les habitudes des Occidentaux de voir l'Afrique et notre région sous le prisme erroné et suranné du tribalisme et de l'ethnicité. Le Rwanda moderne rejette cette approche primitive. Nous nous en tenons à notre identité nationale rwandaise et nous poursuivons nos intérêts nationaux nonobstant les affiliations tribales. » Fin de citation. De toute évidence, M. Kabarebe ne partage pas cette vision. Lui qui développe une approche tribaliste pour soutenir ses basses œuvres en République démocratique du Congo. Pour la République démocratique du Congo, qu'on se le tienne pour dit, un criminel est un criminel, qu'il soit Hutu, Nandé, Kassaïen ou Tutsi, n'y change rien. Et avec un tel discours, s'il avait été un officiel congolais, le général Kabarebe aurait très certainement subi des sanctions sévères, aussi sévères que celles que notre gouvernement a infligées et continuera d'infliger à nos propres compatriotes qui s'égarent sur ce versant négatif de l'ethnicité. Mesdames et messieurs, prétendre, comme l'affirme M. Kabarebe, que les faits établis par plusieurs sources indépendantes les unes des autres seraient les faits d'une manipulation des esprits des experts des Nations Unies par la RDC relève ni plus ni moins de la fabulation. Et cela n'apporte aucune crédibilité aux dénégations du Rwanda face aux évidences matérielles. S'agissant du mode de résolution du conflit, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'en tient aux résolutions pertinentes d'Addis Abeba. Le gouvernement ne doute pas que le sommet de la CIGRL de septembre à Kampala confirmera les avancées significatives enregistrées en vue de la constitution de la force internationale neutre à déployer entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est l'option la moins coûteuse en vies humaines pour rétablir la paix et la stabilité dans cette région. En tout état de cause, la République démocratique du Congo demande avec insistance au comité des sanctions des Nations Unies de faire justice aux trop nombreuses victimes congolaises de cette énième agression gratuite du Rwanda en prononçant des sanctions à l'encontre des responsables politiques et militaires de ce pays qui ont été cités comme principaux soutiens du M23 dans le rapport des experts des Nations Unies. Parallèlement à cette requête, notre gouvernement continue de demander que le mandat de la MONUSCO soit élargi et renforcé et que la composante militaire de la MONUSCO soit réaménagée afin de permettre à cette force internationale déjà présente depuis plusieurs années dans la région de protéger plus efficacement les populations civiles, de surveiller et contrôler les frontières avec le Rwanda et de neutraliser les deux principales forces négatives que sont le M23 et les FDLR.
Ce que le gouvernement congolais demande n'implique pas nécessairement l'augmentation de la taille de la composante militaire de la MONUSCO. Il s'agit simplement de quelques aménagements, aussi bien de son mandat que de ses règles d'engagement, ainsi que de la composition de ses troupes. La République démocratique du Congo exprime enfin sa reconnaissance à ceux des États qui ont exprimé leur solidarité avec les populations congolaises à nouveau meurtries et aux efforts de son gouvernement pour le rétablissement d'une paix durable sur l'ensemble de son territoire autant que sur la région des Grands Lacs. Je vous remercie et je me mets à votre disposition. Nous passons directement au jeu des questions-réponses. Je peux passer le micro carrément à la personne qui est devant. Je voudrais savoir si les soldats qui sont partis ont été, s'ils n'ont pas été escortés par la MONUSCO, s'ils ont été escortés par leurs collègues FARDC avec lesquels ils ont travaillé. Et deuxième question, selon Kigali, ils portaient des uniformes des FARDC. Est-ce que c'est vrai et si oui, pourquoi? Oui. Julie Sefou pour le compte de B1. Thierry Vircoulon, parlant justement du retrait ou de la présence des militaires rwandais en RDC, a publié, je cite, « Ce départ officiel permet dans tous les cas à Kigali de montrer que le gouvernement congolais avait autorisé la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. » Alors ma question est de savoir si ce directeur du projet Afrique centrale du groupe de réflexion Crisis a tort ou pas, monsieur le ministre. Deuxième question, le gouvernement congolais ne trouve-t-il pas la nécessité de dialoguer avec le M23 quand bien même, vous l'avez bien décrit ici comme un mouvement criminel et antipatriotique avec des revendications fantaisistes? Merci, Excellence. Johnny Hawk de l'agence de presse Reuters. Quand vous parlez des sanctions contre des officiels rwandais, est-ce que vous pouvez nous donner les noms précis des officiels, des politiciens que vous pensez doivent être sanctionnés? Merci beaucoup. Oui, je voulais savoir, Bruno Minas, RFI, je voulais savoir qu'est-ce qui vous fâche le plus? Est-ce que c'est la révélation d'une présence de soldats rwandais dont vous ignoriez la présence sur le territoire congolais, ou est-ce que c'est la révélation d'un accord secret que vous ne vouliez pas révéler, selon lequel la présence était acquise avec le Rwanda? Excellence, c'est Jules Mamba de Rega TV. Lorsque vous parlez de l'élargissement et du renforcement du mandat de la MONUSCO, vous précisez qu'il s'agit seulement de quelques aménagements et de la composition des troupes. Qu'est-ce que vous voulez entendre plus clairement? Parce que nous savons que le Rwanda, la MONUSCO a le plus grand contingent en République démocratique du Congo. Et la deuxième question, quelle est votre lecture des motivations profondes du Rwanda en agressant notre pays? Merci. Monsieur le ministre, Patrick Kéry de Télé 50, puisque vous parlez de la MONUSCO, mais récemment, la SADC avait condamné également ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Le président en exercice, le président mozambicain, Emilio Yebouz, a été en mission au Rwanda. Qu'est-ce qu'ils se sont dit avec le président Paul Kagame? Qu'est-ce que la RDC attend de ses partenaires de la SADC? Puisque je vous ai en face, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question de Roger Lumbala, qui aurait été vu du côté de Kigali. Est-ce qu'il s'y trouve toujours? Qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il également d'un autre opposant? Je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question. Diomi Ndongala, où est Diomi Ndongala en ce moment? Dans une cellule à Kinshasa ou en exil? Merci, monsieur le ministre. Merci. Les soldats de l'AFP, c'est la question de l'AFP, les soldats de Rwanda Defense Forces sont partis. Vous demandez s'ils ont été escortés et escortés par qui? Je vous réponds tout de suite. C'est un départ
que nous n'avons pas contrôlé parce que l'armée rwandaise a fait tout pour échapper au contrôle. Il a été demandé par le commandement de FARDC que la sortie se fasse par un point de la frontière qui est sous le contrôle du gouvernement, c'est-à-dire des FARDC et de la police des frontières ainsi que de la DGM. Les Rwandais ont refusé et ils ont préféré sortir par un point de la frontière qui est entre les mains de leur créature du M23. Donc il n'y a pas eu escorte par les FARDC. Une autre façon de contourner la difficulté aurait pu être d'utiliser les services du témoin international des engagements que nous prenons souvent dans ce cadre, c'est-à-dire la MONUSCO. Des officiers de la force MONUSCO étaient prêts à pouvoir accompagner, visualiser, pour témoigner de ce départ. Le Rwanda, là aussi, a refusé cette présence de la force MONUSCO, ce qui nourrit nos soupçons par rapport aux intentions de ce retrait, et également par rapport au fait que moins de 100 personnes ont été autorisées à venir, mais presque 300 sortent. Vous comprenez qu'il y a un gap que nous cherchons à comprendre et dont nous devons nous expliquer avec nos voisins, qui nous pousse à croire qu'il y a une exfiltration déguisée. C'est-à-dire qu'on essaye d'éliminer à cause de la pression de la communauté internationale et des révélations qui sont faites quotidiennement par des militaires rwandais qui sont dans nos géoles. Vous savez, il y en a une cinquantaine qui ont été attrapés et probablement on fait sortir des gens qui sont au contact de ces militaires emprisonnés pour effacer les traces. Puisque faire entrer moins de 100 et faire sortir 300, nous ne pensons pas que c'est là quelque chose qui pourrait nous contenter. Donc il y a manifestement une manipulation à cet égard et que c'est pour cacher justement la manipulation que l'armée rwandaise a refusé d'être accompagnée par son partenaire théorique qui était le FARDC avant l'agression et qui est devenu pratiquement pour elle l'ennemi et qu'elle a même refusé la présence du témoin international. Donc ils n'ont été escortés que par eux-mêmes et leurs créatures du M23, ce qui est une entorse grave aux principes qui régissent les relations entre États. Alors qu'ils aient été en possession d'uniformes de FARDC, je n'ai pas encore cette partie de l'information, je vais la vérifier, mais ça serait encore plus grave que des troupes rwandaises soient trouvées en train de porter l'uniforme des FARDC. Ça va alourdir la balance de la responsabilité de l'État rwandais dans tout ce qui nous arrive au Kivu. La question sur M. Vircoulon, de International Crisis Group. Nous savons que chaque fois qu'il y a des difficultés ici, il y a des gens pour qui tout va bien. Vous savez, la logique du cimetière, de ceux qui gèrent les cimetières. Lorsqu'il n'y a pas une guerre, lorsqu'il n'y a pas une épidémie, les affaires vont mal. Parce que les gens ne meurent pas assez, les croque-morts, vous savez. Vous demandez à un croque-mort comment ça va. Si ça va bien dans la population, ça va mal pour lui parce que les gens ne meurent pas assez. Mais faites passer une épidémie, faites passer une guerre, il vous dira les affaires sont florissantes. Et nous pensons que ce Vircoulon, c'est une sorte de croque-mort. Chaque fois qu'il y a des problèmes au Congo, monsieur vient avec sa soi-disant expertise, raconter n'importe quoi. Je ne sais pas de quel accord secret il parle. Nous avons bien parlé au Parlement de cette mission de vérification qui existe, qui a fait l'objet de communication du ministre de la Défense au Parlement. Je ne sais pas où est-ce qu'un gouvernement communique avec l'opinion, sinon à travers le Parlement. Cela a été dit, mais prétendre que dans le cadre de l'opération Umoja Wetu, il a été donné une autorisation à qui que ce soit de demeurer sur le territoire de la République démocratique du Congo sous la bannière d'une armée étrangère, c'est totalement mensonger. Et ce n'est pas Vircoulon qui va changer ses faits. Peut-être que ça lui permet de gratter du papier, de pondre des rapports qui vont lui permettre d'alimenter le budget de son association. Mais il faut éviter de prêter le flanc à des stratégies de nos amis rwandais qui n'ont lancé cette accusation que dans le but d'opposer la population congolaise au gouvernement congolais. Parce qu'il n'y a rien que nos amis rwandais craignent de plus que la cohésion au Congo.
C'est la cohésion qui est l'arme absolue contre ce genre de personnes qui développent des sentiments hégémoniques. Dès qu'ils ont affaire à un peuple qui est cohérent avec ses dirigeants, eh bien, l'offensive est perdue. Alors, mettre un coin dans cette cohésion en faisant croire qu'il y aurait eu des accords secrets, c'est chercher à casser cette cohésion. Et c'est dommage que des gens comme Vircoulon viennent à la rescousse pour apporter leur expertise sur la balance, en échange de quoi, Dieu seul le sait. Mais voilà, les Congolais peuvent se rassurer, leur gouvernement n'a aucun accord secret avec ceux qui ont agressé le pays. Et c'est à l'initiative du gouvernement, je le répète, que le mécanisme de vérification a été démantelé, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire. C'est nous qui avons demandé le démantèlement, et le démantèlement a eu lieu. Il est étonnant qu'il n'ait même pas voulu qu'ensemble, nous puissions assister au départ de ces Rwandais, comme nous avons assisté à la fin de l'opération Umoja Wetu, le 25 février 2009 à Goma. Vous demandez s'il ne faut pas négocier avec le M23. Je tiens ici à répéter de la manière la plus solennelle que tout au long de notre histoire de ces dernières années, des erreurs ont été commises. De croire qu'on pouvait intégrer dans une force armée des groupes de malfaiteurs, des groupes de bandits qui n'ont aucun patriotisme et penser qu'on peut les changer par le simple fait de l'intégration. Non, l'armée doit devenir un corps d'élite. L'armée doit devenir un creuset du patriotisme. Ces gens peuvent faire tout. Ils peuvent travailler, ils peuvent étudier, ils peuvent faire de l'agriculture, ils peuvent faire du business, mais pour entrer dans l'armée congolaise dorénavant, je pense qu'il va falloir remplir certaines conditions morales. Et les gens du M23 ne sont pas éligibles dans l'armée. Et donc nous ne négocierons pas avec eux. La guerre prendra 100 ans, nous la ferons, mais on n'intégrera plus jamais un ver dans le fruit de la nation. Jamais nous n'intégrerons des agents de prédateurs étrangers pour soi-disant prendre en charge notre sécurité. Cette erreur-là, nous ne la commettrons plus jamais et donc il n'y aura pas de négociation avec des criminels. Johnny de Reuters nous demande des noms. Mais les noms sont connus. Je pense que ce rapport a été rendu public. Nous parlons bien des personnes identifiées dans l'addendum au rapport des experts des Nations Unies. Il y a des officiers, il y a même un ministre rwandais, il y a des officiers généraux, il y a des officiers supérieurs rwandais qui sont cités comme ayant créé le M23, comme ayant recruté pour le M23, comme ayant financé le M23, et nous voyons ces mêmes personnes aujourd'hui engagées dans une campagne de propagande pour le M23. Un ministre étranger qui fait une campagne pour une rébellion dans un pays tiers. Ces gens, on les connaît, c'est contre ces gens que nous demandons des sanctions. Je n'ai pas besoin de venir les citer, alors que le rapport des experts est là, il est en train d'être traité devant la commission des sanctions des Nations Unies. La question de RFI sur ce qui nous fâche. Est-ce que c'est la révélation d'un accord secret? Je dis tout de suite non, il n'y a pas d'accord secret. Nous avons conclu des accords qui ont été portés à la connaissance de la représentation nationale avec le Rwanda. C'est le Rwanda qui voudrait casser la cohésion de la société congolaise en parlant d'accords secrets. C'est une malice. Et nous n'allons pas tomber là-dessus. J'invite les Congolais à ne pas tomber dans le piège des personnes qui sont en train de nous agresser. Il n'y a pas d'accord secret, donc ça ne peut pas nous mettre en colère. Ce qui nous met en colère, c'est le fait que on se soit amusé à nier l'évidence. Et qu'au moment où les preuves sont en train d'être étalées au grand jour, parce que vous faites entrer soi-disant moins de 100 officiers de renseignement, et vous faites sortir 300 hommes de troupes, mais c'est l'évidence même qu'il y a eu invasion du pays par des troupes rwandaises. Et qu'on prenne les Congolais pour des demeurés en leur racontant cette histoire d'accord secret, ça peut nous mettre en colère. Parce que c'est un manque de respect, c'est un mépris pour tout un peuple que de raconter de telles inepties alors que la vérité est là au grand jour. Même cet accord dont il parle, qui n'est pas du tout secret, parle de
une centaine au moins d'officiers de renseignement et l'opinion voit 300 hommes de troupes avec sac au dos et tout ça. Et vous savez, lorsqu'on parle d'officiers de renseignement militaire, c'est une catégorie que dans le jargon de l'administration, on appelle des invisibles. Ces gens, on ne les voit pas. J'ai été chargé d'une mission de démanteler des barrières sur la route de Bandundu. Quand j'arrivais, et qu'on me disait, oui, de temps en temps, il y a la sécurité ici, je dis, ça ne m'intéresse pas, ce sont des invisibles. C'est des gens qui font leur travail, souvent déguisés, on ne les voit pas. Alors, à quoi a rimé cette cérémonie de montrer ce qui est invisible? Si c'était des officiers de renseignement, pourquoi cette prise d'armes avec caméra depuis quand un État montre ses agents de renseignement? Donc vous comprenez que c'était quelque chose de complètement mensonger et qui a prouvé au contraire que le Rwanda nous a bel et bien envahis. C'est ça qui nous met en colère, parce que chaque jour nous découvrons à quel point nous avons été l'objet de mépris, nous avons été l'objet de manipulation, et qu'on tente de continuer à manipuler notre opinion. Cela n'est pas pour nous faire plaisir. Raga TV nous pose la question de l'élargissement et du renforcement du mandat de la MONUSCO. Bien sûr que pour l'instant, la MONUSCO a une composition de force qui est connue, qui n'implique pas suffisamment d'États africains, et en tout cas moins encore d'États de cette conférence internationale pour la région des Grands Lacs qui compte 11 États. De ces 11 États, bien sûr, nous en avons déclaré quelques-uns non éligibles à participer à cette force, dont nous-mêmes. Mais il y en a d'autres qui pourraient, étant de la région, ayant intérêt à ce que les choses puissent marcher, apporter leur contribution. Et donc il faut que le Conseil de sécurité ouvre les portes à cet élargissement qui permettra de résoudre un problème qui devient crucial parce que c'est des vies humaines qui sont fauchées chaque jour. Voilà le sens de notre requête pour une revisitation de la composition de la partie militaire de la MONUSCO. Quant aux motivations de nos voisins rwandais dans l'agression, je pense qu'elles sont suffisamment connues. On parle de balkanisation. Ce n'est pas nécessairement pour s'adjuger une partie de la terre du Kivu, non. Ceux qui ont décidé qu'ils ne peuvent pas vivre sans piller le Congo estiment que avoir affaire à un gouvernement central qui croit en la souveraineté du pays est quelque chose d'assez difficile à manipuler pour des prédateurs qu'ils sont. Donc il vaut mieux se choisir des interlocuteurs malléables, des petits États qui peuvent répondre facilement sans nécessairement avoir une très haute idée de leurs intérêts nationaux. C'est ça qui justifie la balkanisation. C'est ça qui justifie les idées que l'on enfonce dans la tête de certains acteurs politiques en leur faisant croire que leur intérêt, c'est d'être premier dans leur province plutôt que d'aller être simple député ou simple général à Kinshasa, etc. C'est cette volonté, nous revenons toujours au pillage, nous revenons toujours à la prédation. C'est ça le cœur du système, c'est des gens qui se sont installés très confortablement dans la prédation depuis 1998 et qui apparemment éprouvent de sérieuses difficultés, y compris psychologiques, à sortir de ce cercle. Et au fur et à mesure que la RDC renoue avec la normalité, ces gens ont l'impression qu'ils sont en train de perdre leur rente de situation. D'où les efforts pour nous maintenir toujours dans cette situation de chaos qui permet la poursuite de ces affaires juteuses dont nous avons déjà eu l'occasion de connaître la portée dans d'autres rapports qui ont été faits par des sources généralement très bien documentées. Enfin, Télé 50 nous demande des nouvelles de la mission du président Gebouza, notre président en exercice de la SADC. Oui, le président mozambicain a été à Kigali, il a été reçu, je pense, jeudi passé par le président Kagame, ensemble avec le secrétaire exécutif de la SADC. Mais vous savez bien que le président Gebouza ne fait pas de rapport à des membres de gouvernement. Il a convoqué un sommet extraordinaire qui va se tenir à Dar es Salaam pour faire rapport à ses pairs de ce qui a été l'essentiel des entretiens qu'il a eus avec le président Kagame.
Ce qu'on peut retenir, c'est que la SADC a été extrêmement précise dans sa solidarité avec la RDC. Elle a appelé le Rwanda à cesser tout soutien au soi-disant M23. Nous avons apprécié l'incise, au soi-disant M23. Et donc nous pensons qu'il y a une vision assez claire de la part de nos partenaires de la SADC et nous pensons que nous pouvons attendre une solidarité significative de leur part. Roger Lumbala, non, il y a encore une question sur Roger Lumbala, sur le député Diomin Dongala. Je peux confirmer que Roger Lumbala a été à Kigali. Nous avons reçu des informations assez précises qui ont été contre-vérifiées. Il a été à Kigali pour offrir ses services à ceux qui déstabilisent notre pays. Aujourd'hui, manifestement, il n'est plus à Kigali, mais il y a été et des preuves existent. C'est à lui à vous expliquer ce qu'il est allé faire là. Ce n'est pas à moi, je ne suis pas son porte-parole. Quant à M. Diomin Dongala, il est en cavale, il n'est pas en prison, parce que vous savez qu'il y a un mandat de recherche contre le député Diomin Dongala pour des faits de mœurs. Un viol sur mineur, qui est quelque chose d'assez grave, qui tracasse la justice, laquelle aurait bien aimé l'avoir sous la main pour pouvoir procéder. Donc si la justice avait M. Diomin Dongala, dites-vous bien que vous auriez été appelé à aller assister à l'audience où il aurait été invité à rendre compte du comportement qu'on suppose qu'il a eu, la présomption de viol. Il a pris la poudre d'escampette, il est en cavale, et je ne sais pas pour quelle raison il s'amuse à faire croire qu'on l'a enlevé, qu'on le cache, mais depuis quand on cache un criminel on le juge. La justice ne peut pas en même temps dire qu'il a commis des actes répréhensibles, le prendre et le cacher. D'autant plus qu'un procès, ça a une valeur pédagogique. Nous entendons juger Diomi pour décourager d'autres prédateurs de son espèce, si tant est que les faits seront confirmés. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Eh bien, nous prenons le dernier groupe. Oui, passe là. Monil Febosso de Télé 7. Monsieur le ministre, je vous ai très bien suivi. Je voudrais savoir quand est-ce qu'il y a eu le retrait des officiers de renseignement qui étaient venus dans notre pays dans le cadre de l'accord que vous avez eu avec le gouvernement rwandais. Parce que nous, de la presse, nous n'avons pas suivi cela. Et si les Rwandais avaient refusé que ces retraits-là ne se fassent pas avec la presse, où ils soient connus de tout le monde, pourquoi vous avez accepté? C'est comme s'ils imposent leur dictat sur notre pays. Pourquoi n'avoir pas refusé et demandé à ce que ces retraits-là soient faits avec la presse présente? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, c'est chaque fois depuis 1998, nous ne faisons que pleurnicher, nous, Congolais. On ne sait pas déplacer le Rwanda en tant qu'État parce que ce sont nos voisins. Mais qu'est-ce que nous pouvons tirer aujourd'hui comme leçon de tous nos rapports que nous avons eus depuis le passé, depuis 1998 jusqu'à ce jour, afin d'envisager l'avenir? Merci. Télé 7, s'il vous plaît, faites passer le micro. Il y a Congo Web là. Et après Congo Web, je crois qu'il y aura Chine Nouvelle, TV5 et RTNC2. C'est tout pour aujourd'hui. Congo Web, s'il vous plaît. Non, c'est bon. Merci pour la parole. Deux petites questions en rapport avec, premièrement, la vague d'arrestations constatée depuis quelque temps dans les deux provinces de Kasaï occidental, s'agissant de la désertion de John Chibangu. Un mot surtout par rapport aux deux journalistes qui ont été arrêtés également, n'est-ce pas là une entrave à la liberté de la presse? Et deuxièmement, on a quand même entendu parler des concessions qu'aurait faites le gouvernement congolais par rapport à la venue de François Hollande ici. On parlerait notamment de la venue du réalisateur belge Thierry Michel. Est-ce que vous nous confirmez cette information? Il sera bel et bien présent en RDC avant la francophonie. Chine Nouvelle.
Okay. Merci. C'est Steve Wemby pour l'agence Chine Nouvelle. Monsieur le ministre, la semaine passée, les Nations Unies ont publié un communiqué qui fait état des nouveaux massacres à l'est de la RDC. Selon des sources sur place, plus de 220 personnes ont été tuées par des groupes armés, notamment les Raia Mutomboki. Est-ce que cette question ne préoccupe pas le gouvernement congolais? La deuxième question, comment répondez-vous à l'opinion qui dit que, parce que le président de la République avait dit qu'il va terminer cette guerre par 3 voies, diplomatiquement, politique et militaire. Et là, une opinion dit que la RDC a échoué avec la voie militaire parce que les M23 ont résisté. Merci. TV5 s'il vous plaît, TV5. Merci, c'est Blaise Wassomboli pour ITV TV5. Monsieur le ministre, je voudrais juste avoir une petite précision par rapport à cette exfiltration déguisée selon vos propres termes. L'opération Umojawetu avait pris fin le 25 février 2009. Est-ce que ce jour-là, le gouvernement congolais s'était rassuré vraiment pour savoir que tous les militaires rwandais qui étaient venus pour Umojawetu étaient effectivement rentrés chez eux? Merci. RTNC 2, et c'est la dernière question. Nadia Okako, RTNC 2. Êtes-vous fier, monsieur le ministre, d'entendre que le président Kagame déclare être au mur et fait appel à sa diaspora et à la population de le soutenir financièrement? Merci. Première question de M. Bosso. Vous demandez quand est-ce qu'il y a eu le retrait des officiers engagés dans le mécanisme de vérification et de surveillance. Il n'y a pas eu de retrait avant le cinéma qu'on nous a présenté hier. C'est en cette occasion-là que ces gens devaient rentrer, mais je dois vous dire qu'il y a quelque temps que nous avons fait savoir notre volonté que ces gens puissent partir. Vous savez, la lourdeur des mécanismes et tout ça, mais la République démocratique du Congo avait déjà, bien avant la réunion de Goma, qui a précédé Addis Abeba, avant Kampala 1, parce qu'on va avoir Kampala 2, indiqué qu'il n'était plus acceptable que ce mécanisme continue à fonctionner. Et donc, ce retrait physiquement est intervenu hier, il y a quelques heures, mais nous avons constaté des irrégularités, c'est-à-dire des manipulations, de la fraude, et cette exfiltration que nous avons considérée comme une exfiltration déguisée. Alors, associer la presse, nous aurions bien voulu. La presse était fortement associée à la fin de l'opération Umojawetu, le 25 février. Nous avons amené la presse à Goma, et la presse sur place à Goma a vécu cet événement, mais encore faut-il que le gouvernement congolais lui-même soit associé pour pouvoir savoir mobiliser les médias congolais. C'est ainsi que nous déplorons le fait que les autorités rwandaises n'ont pas souhaité nous associer. Ils n'avaient même pas à passer par nous pour réaliser leurs desseins, parce que cette partie de la frontière par où ils sont sortis est contrôlée par eux-mêmes. Nous n'avons pas dit le M23, c'est une fiction. C'est eux-mêmes qui contrôlent. Ils sont venus nous agresser, ils contrôlent une partie de notre territoire, donc ils vont et viennent. Personne ne sait si ces gens qui sont partis ne sont pas revenus la nuit, etc. Parce que nous ne sommes pas là. C'est là toute la réalité d'une agression militaire. Donc nous ne pouvions pas associer nos médias, parce que nous-mêmes, nous n'étions pas associés à l'événement, pas plus que même la MONUSCO, qui aurait pu être considérée comme un observateur neutre. Vous estimez que depuis 1998, nous ne faisons que pleurer, et qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir pour éviter cela? Pleurer, je ne sais pas. Mais il est évident que lorsque quelqu'un me heurte, je peux protester. Et personne n'a le droit de venir me reprocher parce que je proteste. Nous sommes agressés, et nous disons que nous sommes agressés. Pourquoi? Où voyez-vous des pleurs? Et si nous sommes blessés et que nous pleurons, que notre peuple pleure, où voyez-vous le problème? Est-ce que le problème ne se pose pas à l'agresseur plutôt? Depuis quand une victime devrait-il se justifier quant à sa position?
On viole une fille et vous dites pourquoi vous pleurez seulement. Non. Vous devez vous en prendre à celui qui l'a violée. Donc je pense qu'il y a des attitudes comme ça que nous devrions savoir comment moduler. Donc nous ne pleurons pas, nous résistons. Et je vous ai dit que ce qu'il faut faire de mieux, c'est de consolider la cohésion des Congolais face à l'agresseur. Il n'y a que ça comme réponse. Nous aurons beau avoir les armes les plus sophistiquées, admettons que nous les ayons, parce que nous n'avons pas été frappés par cet embargo, mais s'il n'y a pas de cohésion au sein de notre peuple, le premier ennemi venu va nous diviser et nous allons nous réveiller un matin en train d'utiliser cet arsenal les uns contre les autres, ce qui n'aura résolu aucun problème. Donc que nous soyons faibles ou que nous soyons forts, la première arme d'un peuple, c'est sa cohésion. Et nous assistons quand même à la naissance de cette cohésion, cet esprit de résistance qui est en train de se répandre à travers la société civile, à travers les différentes formations politiques. Nous recevons des témoignages chaque jour de cette position de notre peuple qui trouve inacceptable cette agression du Rwanda contre notre peuple. Il faut donc à l'avenir consolider cette cohésion. La question de Congo Web sur la vague d'arrestations dans les provinces du Kasaï oriental, si nous avons quelques précisions, nous pourrions être en mesure de répondre. Je sais qu'il y a deux journalistes, je pense, qui ont été arrêtés et qui ont reconnu avoir participé à la tentative de mutinerie de John Chibangu. Ils l'ont hébergé, ils ont pris dans leur domicile des armes que John Chibangu avait volées à l'arsenal de Kananga. Je ne sais pas si le fait d'être journaliste permet cela. Vous dites atteinte à la liberté. Est-ce que les journalistes ont pour métier d'aider les militaires qui font de la mutinerie? Je pense que ça sort du cadre, du champ d'activité d'un journaliste. Et donc là, je pense qu'il faut qu'il puisse s'expliquer devant la justice. Il est devant la justice. Tout ce que nous devons faire, c'est que tous ces droits de justiciable soient respectés, qu'il ait droit à un avocat, qu'il puisse s'expliquer et que toutes les procédures, toutes les garanties lui soient appliquées. Mais dire que parce qu'il est journaliste, il pouvait déstabiliser le pays sans conséquence, je pense qu'on ne serait plus dans un état de droit. Alors, vous parlez de... Et nous avons maintenant des preuves assez évidentes que c'est une aventure sans lendemain parce que les groupes qui accompagnaient Chibangu s'est scindé en plusieurs. Quand vous êtes 18 et que vous êtes déjà scindé en 3-4, je ne vois vraiment pas d'avenir. Et je pense que s'il peut nous écouter, la meilleure façon pour lui de s'en sortir, c'est de se rendre au commissariat de police le plus proche et de répondre devant ses pairs. Puisque c'est un militaire, c'est la justice des militaires qui va s'appliquer à lui. Je pense que ça ne sert à rien de prolonger les souffrances de lui-même et de ceux qui l'ont accompagné. Il a dû lui-même déjà se débarrasser de sa tenue militaire, prendre un uniforme, disons, des habits civils, se débarrasser de son véhicule parce qu'il n'y avait plus de carburant. Alors dites-moi comment il va pouvoir mener sa guerre. C'est un peu compliqué. Les concessions, on parle beaucoup avant que le président Hollande n'annonce sa venue. On nous parlait d'une liste de conditions. Aussi bien le président que le ministre des Affaires étrangères qui s'occupe de la francophonie ont toujours demandé à avoir communication de cette liste. Et quand Madame la ministre française Benguigui est venue, elle n'a pas fait état d'une liste de conditions. Nous avions invité le président Hollande au nom de l'OIF et il a répondu qu'il va venir. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des concessions? Pour quelle raison? Qu'est-ce que le Congo a à gagner ou à perdre avec l'arrivée sur le territoire congolais ou la non-arrivée d'un chef d'État étranger? Sincèrement, soyons adultes. Quelle concession? Nous avons des aménagements, nous avons des restructurations. Chaque jour qui passe, même le gouvernement a été restructuré. Il y a des ministères qui n'existaient pas lorsque nous avons fait des élections, qui existent aujourd'hui. Alors c'est pour qui on a fait cette restructuration? Il y a un chef d'État étranger qui a demandé qu'on crée, par exemple, l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Donnez-moi son nom. Comme ça, nous allons l'accueillir, parce qu'on a fait ça pour lui.
Non, nous arrangeons notre maison parce que cela nous convient. Et s'il y a une restructuration de la CENI, c'est parce que nous-mêmes, nous avons constaté qu'il y a des problèmes à la CENI, à commencer par la CENI elle-même. En passant par le président, en passant par le Parlement, la société civile. Pourquoi tout cela vous indiffère? Pourquoi seulement le point de vue d'un Français vient couvrir tout cela? Nous avons analysé ces choses et nous avons dit, nous allons changer, c'est pour nous. On n'a pas fait la CENI pour M. François Hollande, je regrette. Pourquoi cet esclavage mental? C'est pour nous-mêmes que nous voulons aménager nos institutions. Et nous allons le faire. Ça peut être avant le sommet, ça peut être après. Dites-vous bien que ce n'est pas lié à cet événement. Pourquoi voulez-vous tout lier à un événement qui est purement conjoncturel? Donc il n'y a pas de concession. Thierry Michel, s'il va venir, vous m'informez. Moi, je n'ai pas encore signé d'accréditation. Je ne vois pas un journaliste étranger. Il faut qu'il m'explique ce qu'il vient faire. Il n'est pas interdit de séjour. Thierry Michel, il n'est pas du tout interdit de séjour. Et le fait qu'il a été refoulé n'a rien à voir avec le gouvernement ou avec ce ministère ou quoi. Non, il a eu un problème avec l'administration chargée d'immigration. Si ce problème est réglé, mais Thierry Michel, qui est un vieil ami de ce pays, il va venir dans ce pays. Où est le problème? Pourquoi ça doit être lié à Hollande? Quand Michel est venu ici pour la première fois, est-ce que quelqu'un savait que François Hollande serait président de la République? Pourquoi maintenant, pour qu'il vienne, il faut que nous fassions une concession à Hollande? C'est quoi cet esprit? Je ne comprends pas. Donc, la venue ou la non-venue de Thierry Michel repose sur la volonté du gouvernement congolais, puisque c'est encore notre pays. Nous pensons que Thierry Michel apporte des choses à la connaissance de l'histoire du pays, etc. Nous lui avons fait un reproche, par le fait qu'il voulait s'immiscer dans une procédure judiciaire en cours, chose qui ne se fait pas, ni en Belgique, ni en France. Vous n'influencez pas les juges. C'est tout ce qu'on a demandé à Michel. Il le sait très bien. Il est le bienvenu au Congo, mais à condition de ne pas venir violer la loi congolaise. C'est tout. Donc il viendra sûrement un jour au Congo. Ce n'est pas lié au président Hollande ou à la francophonie. L'agence Chine Nouvelle sur le communiqué des Nations Unies, de nouveaux massacres perpétrés par les groupes Raï à Mutomboki. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer la coïncidence, qui est loin d'être fortuite, que tous ces groupes armés qui s'étaient plus ou moins assoupis depuis l'accord de 2009 ont repris du poil de la bête à la suite du fameux M23. Qu'ils ne combattent plus l'ennemi héréditaire, comme il disait, parce que c'était des groupes qui étaient plus ou moins communautaires, contre d'autres groupes communautaires. Et maintenant, l'ennemi, c'est le gouvernement. Donc il y a eu une récupération de ces groupes. C'est pourquoi il faut toujours se méfier de donner des armes à des non-professionnels. Parce qu'ils sont souvent la cible de manipulateurs qui peuvent les utiliser contre eux-mêmes et contre leur pays. Donc nous condamnons ces assassinats de nos populations par qui que ce soit, y compris le Raï à Mutomboki. Ils n'ont pas le droit de tuer des gens. Et ils sont dans le collimateur des autorités judiciaires congolaises. La justice passera. Le pays ne perdra pas 200 personnes sans que quelqu'un en réponde. Dites-vous bien cela. Raï à Mutomboki ou pas, c'est pas seulement le M23 où il y a des criminels. Tous les criminels, où qu'ils se trouvent, auront à en répondre. Le président a dit que la guerre s'achèvera diplomatiquement, politiquement et militairement. Et vous avez l'impression qu'on a échoué militairement. Mais d'où vient cette impression? Est-ce que la guerre est finie? On a signé une amnistie, on a signé une reddition, l'armistice. Nous sommes en guerre. Nous savons que ceux qui nous agressent ont temporisé pour faire passer le vent des pressions internationales, mais nous savons que nous sommes prêts à les affronter jusqu'à ce qu'il n'en restera plus un seul dans notre pays, et nous continuons le travail politique, et nous continuons le travail diplomatique. Donc tout cela se fait. Ce n'est pas le fait d'avoir perdu quelques villages à Rutshuru qui détermine de l'issue d'une guerre qui concerne un grand pays comme la République démocratique du Congo. Donc la guerre est loin d'être terminée et la RDC est loin d'avoir échoué. TV5 parle de l'exfiltration déguisée
de soldats rwandais et pose la question de savoir si en 2009, nous nous étions assurés que les Rwandais étaient sortis. Oui, nous avions pris toutes nos précautions et les officiers congolais ont été à la frontière avec les listes des militaires rwandais qui étaient entrés. Et la liste a été cochée point par point. Au 25 février, il ne restait pas plus de 80 militaires qui devaient s'occuper du matériel lourd et auquel on avait donné, je pense, 10 jours, ce qui fait que avant mi-mars 2009, il n'y avait plus aucun militaire rwandais chez nous. Et le mécanisme a été mis en place, je pense, à partir du mois de mai de l'autre année, qui fait que on ne peut pas imaginer avoir plus que 100 officiers de renseignement militaire rwandais en République démocratique du Congo avant ce départ que l'on a mis en scène il y a quelques heures. Donc nous savons très bien qui avait le droit de se trouver au Congo. Il n'y avait que cette centaine tout au plus. Donc on ne peut pas nous raconter des histoires sur les résidus de 2009. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de résidus de 2009, c'est un gros mensonge. La RTNC2 nous demande si nous sommes fiers que le président Kagame déclare être dos au mur et demande l'aide à ses compatriotes. Non, madame, nous ne pouvons pas être fiers. Nous ne pouvons pas être fiers qu'un État africain en soit réduit à ces extrémités-là. Nous savons que c'est la faute du régime rwandais, que c'est la faute du gouvernement rwandais. Mais il y a un peuple rwandais. Ce sont des gens qui partagent avec nous des liens assez importants, des liens géographiques, des liens sociologiques, des liens même ethniques. Donc nous ne pouvons pas nous contenter de la souffrance des autres. C'est pourquoi nous lançons un appel, une fois de plus, aux responsables de toutes ces difficultés que même les Rwandais subissent, de revoir leurs calculs. Il n'est plus possible de continuer dans cette voie. Il faut vivre avec l'idée qu'il y a une égalité entre les pays et qu'on ne peut pas faire de l'hégémonisme en plein 21e siècle. Cela, le Congo le refuse et je pense que de plus en plus de pays de la communauté internationale le refusent également. Il faut s'adapter à cette nouvelle situation. La solidarité à cause de ce génocide qui a décimé le Rwanda en 1994 ne peut pas expliquer tout ce que nous sommes en train de vivre. Parce que tout le monde a des droits. Et le Congo ne peut pas être le prix à payer par la communauté internationale de son déficit de solidarité avec le Rwanda dans cette épreuve de 1994. Nous le refusons systématiquement. Voilà. Je vous remercie. Suivre là en direct depuis 13h30, le point de presse du ministre des Médias, porte-parole du gouvernement. Il était revenu au cours de ce point de presse sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, l'implication du Rwanda.